Cela fait un moment que le scénariste Jason Aaron prépare un événement d'envergure pour Thor avec la guerre des différents royaumes des dieux nordiques, plus connu sous le nom de War of the Realms. Cette confrontation a fini par devenir un méga event touchant énormément de séries Marvel. À l'occasion de sa sortie en VF, j'ai lu tous les épisodes VO pour pouvoir au mieux vous donner mon avis et vous conseiller sur les séries à lire et à éviter. Comment on en est arrivé ici ? C'est assez étonnant de revoir un événement lié à Thor, vu les mauvais souvenirs que beaucoup ont pu avoir avec Fear Itself ou Siege. Mais le succès du run de Jason Aaron a dû faire changer les choses. Mais du coup, comment on en est arrivé à ça ? Malekith a quitté sa prison, a créé une guerre civile dans le monde des elfes noirs afin d'en devenir roi, puis a déclaré la guerre au royaume des elfes de la lumière. En même temps, il fit un pacte avec Loki, Cinder, l'Enchantress, Ulik, Lofé, Dario Hager de Roxxon et d'autres et se met à corrompre chaque royaume. Une fois Asgardia détruite par Mangog et le Bifrost en miettes, Malekith est prêt à lancer son attaque sur le dernier royaume qui lui manque, Midgard. Du coup, il y a quoi à lire dans cet event ? Évidemment, il y a le titre principal dont je vous parlerai à la fin. Pour le moment, parlons des titres annexes, les tie-in. Thor. Dans la série Thor, on ne va pas forcément se consacrer au dieu du tonnerre, puisqu'un épisode va être entièrement consacré à Kul, son oncle, un à Loki, son frère, ou à une autre version différente de Thor. On a même aussi le droit à un épisode montrant comment Thor gère la fin de l'événement. Ici, tout est bien mené et sert à montrer comment chacun vit les événements et comment le tout contribue à l'avancement de l'histoire principale. Une série à ne pas rater pour bien suivre War of the Realms. Avengers. En ce qui concerne les Avengers, comme pour Thor, on se consacre presque pas aux Avengers, puisque l'un des épisodes est consacré au Squadron Supreme of America, dirigé par Phil Coulson, afin de nous montrer leur manière de gérer l'invasion des forces des autres royaumes. Un autre épisode est centré sur Gorilla-Man et la protection de la Avengers Mountain, alors que les forces de Malekith sont venues la détruire. Une autre encore sur la gestion des événements par She-Hulk et les conflits intérieurs qu'elle peut avoir entre ses personnalités, sa relation avec Thor, et enfin un épisode nous montrant comment l'équipe gère les retombées de l'event. Alors ça peut paraître assez étonnant de se consacrer à des sujets annexes, mais ça permet de montrer ce que font les autres éléments mis en place par Aaron depuis le début de son run sur les Avengers durant son event. C'est un peu déconcertant et parfois difficile d'être impliqué pour des personnages qu'on connaît peu, mais c'est plutôt très sympa dans l'ensemble. Asgardian of the Galaxy. De retour de leur voyage à travers l'espace, les Asgardiens de la galaxie découvrent que la Terre a été envahie par les armées de Malekith et comptent bien participer à l'effort de guerre. Certains membres de l'équipe n'en reviendront pas, et le reste de l'équipe devra partir au secours de certains de ses membres. On assiste même à la destruction de Even, le royaume des anges. C'est le chant du cygne pour cette série qui n'aura pas su trouver son lectorat. On trouve un moyen pour faire revenir les Asgardiens afin de régler le problème de Even et de trouver des personnages à sacrifier. Le tout est assez peu intéressant et les scènes importantes sont déjà dans le comics principal. Unbeatable Squirrel Girl. Squirrel Girl revient de vacances dans la zone négative et tombe sur les combats de la War of the Realms. Loki l'envoie en mission secrète dans le Grand Nord du Canada, où elle finira par faire équipe avec Ratatoskr, le dieu asgardien du chaos. On a ici affaire à un titre très enfantin qui préfère aller sur un ton ultra léger qui ne colle pas du tout avec le reste de l'event. Ici, les géants de glace n'ont jamais tué personne et Squirrel Girl n'est pas du tout en mode guerre. Cela colle bien à la série, mais pas du tout à ce qui se passe dans l'univers partagé. On nous montre que collaborer avec quelqu'un peut être dur, surtout quand on lui demande d'aller contre sa nature. Du coup, si vous suivez déjà la série, c'est un risque de bien vous plaire, sinon attention au rejet. Venom. Eddie et son fils viennent d'arriver à New York alors que le symbiote se fait la malle et que les forces de Malekith attaquent. Du coup, Eddie se retrouve seul pour protéger son fils. Enfin, ça c'est jusqu'à ce qu'une Norn lui donne une pierre lui permettant d'avoir un autre type de Venom. Le voilà reparti pour protéger les innocents, sauf que voilà, Jack O'Lantern a lui aussi le droit à une augmentation par la Norn. C'est une pause dans l'histoire de Donny Cates. Cette histoire tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, avec des événements qui ne marqueront ni l'event, ni le personnage de Venom, et qui sont très what the fuck. Du coup, c'est assez passable, sans être mauvais. War of the Realm, Journey into Mystery. La guerre des royaumes a commencé sur Terre, et Thor est introuvable. Est-ce que la clé de cette guerre pourrait être la petite sœur de Thor ? Journey into Mystery suit donc le voyage de Miles Morales, Kate Bishop, Wonder Man, Deathlock et Balder afin de protéger l'enfant. On a donc le droit à un road trip d'une équipe d'héros de seconde zone à travers les USA afin d'échapper aux ordres de Malekith et à un dieu fraîchement ressuscité. Là encore, on a un titre où la part belle est faite à l'humour et qui s'inscrit un peu mal dans le ton global. On a aussi un peu moins la sensation d'invasion globale puisque pas mal d'endroits ont l'air encore bien calmes. Le tout est sympathique mais oubliable hors le fait que Thor ait une nouvelle sœur. War of the Realm, Punisher. Le Punisher fait face aux ordres de Malekith quand une famille se trouve sur les lignes de mire. Frank arrivera à sauver le père de famille et l'amènera jusqu'à l'hôpital le plus proche. Souci, il faut évacuer et la seule solution est de traverser le tunnel Lincoln. Du coup, Frank et une bande de prisonniers qui l'utilisent comme main d'œuvre vont devoir servir d'escorte.
On est sur une histoire classique du Punisher, à base de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, le tout saupoudré d'un peu de surnaturel nordique. Ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi tous ces événements extraordinaires viennent jouer ou pas sur la ligne de conduite de Frank Castle. Pas révolutionnaire, mais bien défoulant et amène à la nouvelle série Punisher post-event. War of the Realm, War Scrolls. Dans War Scrolls, on suit les aventures de Daredevil, le tout nouveau dieu sans peur et gardien du Bifrost, à la place de Heimdall. Mais c'est aussi l'occasion de plein de petites histoires concernant le Creator Palatin, le Punisher Wolverine, Howard the Duck, Doctor Strange, Hulking et Wiccan et bien d'autres. Le fait qu'il s'agisse d'une anthologie d'histoire, où le seul point commun est d'avoir une histoire avec Daredevil, rend le tout très variable en question de qualité d'histoire. Dans l'ensemble, c'est assez sympathique, ça apporte un peu de légèreté, sans pour autant être en décalage total, et permet de voir la situation de très nombreux points de vue tout en répondant à la question « Mais lui, il a fait quoi pendant War of the Realm ?» War of the Realm, Uncanny X-Men. Les X-Men font une petite pause dans leurs histoires afin de se retrouver en plein War of the Realms afin de protéger la ville de New York et les quelques survivants des attaques des géants des glaces, quand la ville se retrouve protégée par ceux qu'elle détestait le plus la veille. On ne va pas se mentir, ce n'est pas cette mini-série qui va changer l'avenir de War of the Realms, mais c'est sympa de voir comment les X-Men sont liés à l'event du moment et de revoir nos mutants dans une situation quasi militaire. Dispensable, mais bien sympa, surtout que tous les mutants présents ont le droit à leur moment bien à eux. On regrettera juste que ce soit si compliqué de situer cette mini-série par rapport aux épisodes de The Uncanny X-Men. War of the Realm, Agents of Atlas. Cinder et sa légion de démons de feu marchent sur l'Asie, et il est du devoir de Amadeus Cho de rassembler une équipe afin de protéger cette région du monde. Au menu, on retrouve Chang-Chi, Silk, Jimmy Woo, Yo Crescent, Luna Snow, ainsi que la nouvelle héroïne chinoise Aero et celle de la Philippine Master Sword. Beaucoup de personnages secondaires, voire tout nouveaux, pour lesquels on s'intéresse très peu et un vrai manque de connexion avec le reste de l'intrigue. On a plus l'impression de voir une preview qu'une nouvelle série. Champions. Les Champions combattent des trolls en Australie, puis les forces de l'Enchantress en Amérique du Sud. Le tout n'est pas vital pour l'intrigue, mais permet de comprendre que la menace est mondiale et d'assister à un moment what the fuck avec Power Man. On pourra regretter que pas mal de références sont faites aux épisodes précédents, et que le tout va pas mal modifier de choses pour Miss Marvel. Du coup, si vous êtes là juste à cause de War of the Realm, il va falloir s'accrocher. Fantastic Four. Alors que Franklin et Valeria ont du mal à s'intégrer sur Terre, leur oncle Ben organise une grande fête de quartier à Yancey Street pour que tout le monde apprenne à se connaître. Sauf que voilà, les troupes de Malekith débarquent au même moment. C'est donc l'occasion de voir les FF à la fois d'un côté plus humain, mais aussi en action. Et c'est aussi l'occasion de montrer qu'il ne faut pas chercher des noises aux habitants du quartier, qui montrent qu'ils savent bien se défendre face à ces menaces. Un tie-in qui peut être lu par des lecteurs habituels sans avoir à suivre l'event. Une petite bouffée d'air frais, même si ça ne fait pas avancer l'intrigue globale. Tony Stark, Iron Man. Pourquoi un dragon décide de s'en prendre à Tony Stark? Mais pour l'or, bien évidemment. L'histoire a pas mal de problèmes, comme le fait de ne pas se passer pendant War of the Realms, mais avant. L'attitude de Stark est assez étrange, limite sociopathe, nous offrant une histoire assez ridicule à base d'êtres mystiques, pas à sa place dans un monde moderne, et où Stark devra croire au pouvoir de la magie. Tiens, on l'avait pas déjà eu pendant Fear Itself, ça? Giant Man. L'invasion des géants des glaces a eu lieu sur les USA et Dame Freya a une mission spéciale à confier à Scott Lang. Monter une équipe afin d'infiltrer le nouveau royaume des géants des glaces en Floride afin d'aller tuer le père de tous les géants, Ymir. Et qui de mieux que Ant-Man, Giant Man, Atlas et Goliath pour cette mission? Une belle surprise que cette série qui arrive bien à mélanger humour, action et construction de personnages, surtout avec des personnages qu'on a peu l'habitude de voir ensemble, mais aussi de nous montrer un autre aspect de la guerre. Il y a peut-être quelques soucis de rythme sur le combat final, mais le titre reste très frais. Moon Girl et Devil Dinosaur. Lunella et Devil font face au grand froid de l'invasion des géants des glaces, et c'est l'occasion d'un grand flashback retraçant un team-up avec Thor où le prince asgardien avait besoin d'elle pour résoudre une énigme de Loki. On a une histoire très enfantine qui ne colle pas à l'ambiance de War of the Realm, avec de beaux dessins cartoon, mais là encore c'est une histoire annexe très passable qui ne marque ni War of the Realm, ni la série Moon Girl et Devil Dinosaur. War of the Realm, Spider-Man and the League of the Realms. Pour gagner la War of the Realms, il faudra bien l'aide de la Ligue des Royaumes. Sauf que cette fois, Thor est un peu occupé pour la diriger. C'est pour ça qu'il demande à Spider-Man de prendre sa place. Et comment vous dire, Spider-Man, c'est pas forcément le meilleur leader du monde, hein. La série est sympa, facilement oubliable, voire un peu neuneux, mais divertissante. On notera que la fin est un peu bâclée, mais bon, pour un énième tie-in indispensable, peu de gens vont s'en plaindre.
War of the Realm, Strike Force, The Dark Elf Realm. Dans le royaume des elfes noirs se trouve le Black Bifrost de Malekith, le pont qui permet aux armées de Malekith d'aller d'un royaume à un autre. Dame Freya met sur pied une équipe afin d'aller le détruire. Pour cette mission suicide, on peut compter sur She-Hulk, Blade, Ghost Rider, le Punisher et Freya elle-même. Du coup, sur le papier, ça semble une super bonne idée. Ouais, mais en fait, dans ce titre, on s'intéresse à la formation du groupe, à leurs raisons et à comment ils vont se confronter à leur plus grande peur dans un défi créé par Freya. Pour la mission suicide en tant que telle, ça sera dans les pages de War of the Realms que ça se passera. Oui, le titre est trompeur. Du coup, pas trop d'action, mais le titre est quand même intéressant car il prend le temps d'un peu d'approfondir les personnages et leurs motivations. War of the Realm, Strike Force, The War Avengers. Alors que différentes équipes se forment pour mettre fin à la War of the Realms, Captain Marvel mène une équipe aux quatre coins de la Terre pour être la première ligne de défense. C'est donc l'occasion de suivre cette nouvelle équipe constituée de Captain Marvel, Venom mais sans Eddie Brock, Weapon H, Lady Sif, le Soldat de l'Hiver, Black Widow, Deadpool et Captain Britain. Très sympa de rencontrer une telle équipe avec des personnages très divers. Et passer ça ? Le comics c'est très cool, l'alchimie marche plutôt bien et même Deadpool n'est pas énervant. On nous montre comment le tout se passe à travers le monde, l'omniprésence de l'ennemi et la fin apporte quelque chose d'important pour la suite de la saga. Du tout bon. War of the Realm, Strike Force, The Land of Giants. Captain America, Spider-Man, Wolverine, Luke Cage et Iron Fist partent en mission pour Jotunheim afin de secourir Thor. La question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert ce comics ? Parce que oui, c'est bien alléchant, pitché comme ça, mais ce qui s'y passe a déjà été raconté dans le titre War of the Realms, rendant celui-ci très dispensable. Mais il est pour autant sympa puisqu'on est plus centré sur Spider-Man que sur les autres personnages, ce qui permet à Tom Taylor de placer pas mal de petites vannes qui pour une fois ne sortent pas de l'histoire, puisqu'on connaît la manière qu'a Peter Parker de gérer le stress. Et oui, c'est ici que vous retrouverez le passage de Spidey discutant avec son Pégase comme vous l'avez déjà vu 150 fois sur les réseaux sociaux. On regrettera par contre que Luke Cage et Iron Fist ne soient que des faire-valoir. Captain Marvel. Malekith a conquis la Terre et a réparti les territoires entre ses alliés. C'est comme ça que l'Enchantress se retrouve avec son armée de morts à contrôler l'Amérique du Sud, mais c'est sans compter sur Captain Marvel, accompagné de Black Widow et du Doctor Strange, qui compte bien la remettre à sa place. On va le dire tout de suite, on est dans des épisodes d'échange de corps. Oui, comme dans les 300 comics, cartoons ou autres fictions à la Freaky Friday que vous avez déjà lu ou vu sur le sujet. Les personnages ayant échangé leur corps vont devoir apprendre à gérer leur ego et les pouvoirs de l'autre, en voyant ô combien c'est difficile d'être dans les chaussures d'un autre. L'histoire sert donc juste à faire des gags, ce qui est d'autant plus étrange quand on lit les autres histoires de l'event avec Captain Marvel ou Doctor Strange. Deadpool. La War of the Realms bat son plein et Deadpool est envoyé en Australie pour régler un problème de troll avec l'aide de super-héros locaux. On est dans un épisode typique de Deadpool, c'est absurde, fait principalement pour les blagues et les jeux de mots, peu mémorable, et tout moment d'héroïsme que pourra avoir Wade se retournera contre lui. En somme, vous l'aurez oublié d'ici quelques jours. Superior Spider-Man. Comme le reste des États-Unis, la côte ouest est envahie par les géants des glaces et Otto Octavius, le Superior Spider-Man, va devoir faire équipe avec les West Coast Avengers pour lutter contre eux. Otto est toujours aussi énervant, difficile de croire que personne ne le fasse taire, et au final de ces deux épisodes, leurs actions n'ont contribué à rien. Le tie-in n'est même pas divertissant et ignorable par excellence. War of the Realm Omega. La War of the Realm est terminée. Il est temps de reconstruire et des cendres sortent de nouveaux héros et ennemis. Dans ce comics, on va s'intéresser à Jane Foster, Loki, Daredevil, le Punisher et Thor pour montrer ce que la fin de la guerre va signifier pour eux. Et ça n'est pas vraiment un comics, mais une bonne annonce payante puisque le tout ne sert qu'à annoncer les nouvelles séries qui vont venir suite à la fin de War of the Realm. C'est un bon moyen pour savoir si vous voudrez suivre ces séries et voilà tout. Le comics vaut la peine principalement pour le passage sur Daredevil et Heimdall, et afin d'expliquer le retour au statu quo des deux personnages. Du coup, c'est encore une fois très dispensable. War of the Realm. Sans trop vous en dire sur l'event en lui-même, on a affaire à une bombe visuelle. Russell Dauterman livre là des pages superbes et n'a aucun remplaçant durant toute la durée de l'event, et c'est assez rare ces derniers temps pour le dire. Et d'un point de vue histoire, on retrouve ce qui a fait la grandeur du run de Aaron. Le grand visuel, des batailles dantesques, de l'émotion, un dieu qui essaye de se prouver des choses à lui-même. L'event n'a pas volé son nom puisqu'on sent bien la dureté de la guerre et la montée en puissance de l'invasion. Chose assez compliquée en plus, on demande aux scénaristes de placer ça et là des introductions au tie-in, ce qu'il fait en utilisant le protecteur du Bifrost et son regard omniscient. Et ça doit être fait de manière pas trop lourde pour ne pas gêner les lecteurs qui ne liront que le titre principal. Presque aussi simple que de jongler avec des tronçonneuses.
Il se passe pas mal de choses, de la disparition de Thor à l'arrivée des forces de Malekith, le rassemblement des héros, l'attaque de New York, et tout ça c'est juste les premières pages. Cependant, il y a comme un petit ventre mou passé l'épisode 3. Il faut attendre le 5e voire le 6e épisode pour revenir à fond. La fin fait écho à pas mal de choses que Jason Aaron a fait sur la série, et sérieusement, si je ne l'avais pas su, j'aurais cru que c'était la fin de son run sur la série. Mais malgré tout le bon, il y a quand même des choses un peu moins top, comme le fait que la plupart des morts de grands personnages ne le sont pas. On a aussi des discours assez étranges d'un titre à l'autre, disant qu'il n'y a pas eu de mort ou de victime jusque-là, alors que si, on les a bien vus. Et ça va de pair avec le fait d'avoir dans les tie-in des séries au ton très guillerette, alors qu'on nous dit que c'est la guerre, avec toutes les horreurs qui vont avec. On peut aussi parler de Jason Aaron, qui semble peu se préoccuper de ce qui se passe dans les autres séries avant son event, créant des situations un peu étranges par moments. La fin est elle-même problématique, puisqu'on a le droit à un affrontement attendu depuis longtemps, qui fait quand même très expédié. Mais ce n'est pas pour autant une déception, puisque Jason Aaron arrive à nous livrer une conclusion que peu d'entre nous ont vu venir, et qui annonce de belles choses pour Thor. Non, le vrai problème, c'est qu'on sent bien que l'histoire de Jason Aaron n'était pas prévue en event à l'origine, mais juste une fin de saga, et que les éditeurs Marvel lui ont demandé de transformer le tout. Du coup, les personnages asgardiens sont bien mis en avant, et les autres ne servent à rien. Même dans les quêtes annexes, on aurait simplement pu remplacer les Avengers ou le Punisher par d'autres personnages de l'univers de Thor pour arriver à la même fin. Le côté artificiel se fait donc bien sentir. On reproche souvent aux events de ne pas faire bouger les choses, de perturber un peu les choses jusqu'au prochain retour du statu quo dans 2 ou 3 mois. Avec War of the Realm, il y a de grands changements dans l'univers de Thor, mais uniquement celui de Thor, d'où les nouvelles séries qui se lancent par la suite. Il faut lire 24 séries pour suivre tout War of the Realms, soit 64 comics pour un total de 256$ si tous les comics étaient à 4$, ce qui est largement pas le cas, hein. On va pas s'en cacher. Et sans prendre tous les préludes. Ce qui est assez un gros foutage de gueule de Marvel et de son boss CB Cebulski, puisqu'on nous avait annoncé qu'il y aurait moins de tie-in pour les events, et surtout moins d'events. La fin de War of the Realm coïncide avec le lancement de Absolute Carnage, alors même si j'en vois venir en me disant que Absolute Carnage n'est pas un event parce que ça touche pas tout l'univers, hein, Cebulski ? Il y a des tie-in, ça touche plusieurs familles éditoriales, donc pour moi, c'est un event. Ou alors, il faut me dire depuis quand Immortal Hulk fait partie de l'univers Spider-Man. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de lire War of the Realm ? Oui, c'est vraiment un très bon event Marvel, comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Si vous avez aimé ce que Jason Aaron a fait sur Thor, vous allez vous régaler. En ce qui concerne les tie-in, est-ce que je dois tout lire ? Bah, si vous avez fait attention à mes notes lors des présentations, vous avez vu que certains sont pas bons, d'autres bof, donc ça peut vous aider à répondre à cette question. Mais sinon, en lisant juste l'event et Thor, vous avez une idée globale de l'event. À voir comment Panini va publier tout ça en VF. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur War of the Realm et ses tie-in. J'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle série vous tente le plus et votre avis sur l'event. Dites-moi aussi si vous voudriez que je fasse la même chose pour Absolute Carnage et les prochains events Marvel. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater en ce qui concerne les comics ou les cartoons. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, voire un petit commentaire, et pour m'aider, tu peux même aller faire un petit tour sur mon Utip ou sur mon Tipeee pour regarder des vidéos ou faire un don. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See ya!